Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simonaou. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans FGF Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Chaque mois, nous mettons en lumière les actions de la Fondation et de ses 91 fondations abritées, engagées au service de l'intérêt général des valeurs républicaines. Cette année, la Fondation du judaïsme français a soutenu 5 projets consacrés à l'affaire Dreyfus, affirmant ainsi son engagement en faveur de la mémoire, de la transmission et de la lutte contre l'antisémitisme. Parmi eux, le financement de 2 productions audiovisuelles réalisées par le Musée de Bretagne. L'une proposant une synthèse pédagogique de l'affaire Dreyfus, l'autre consacrée spécifiquement au procès de Rennes. Car plus qu'un épisode du passé, l'affaire Dreyfus demeure un moment fondateur dans notre histoire républicaine, un séisme politique et moral dont les résonances interrogent encore aujourd'hui notre rapport à la justice, à la vérité, aux médias et à la vigilance citoyenne. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Céline Chanas, conservatrice en chef et directrice du Musée de Bretagne, qui conserve l'un des fonds les plus importants consacrés à l'affaire Dreyfus, avec plus de 8000 pièces, lettres, archives, caricatures et documents de presse. Mais vous nous en parlerez, Madame. Le Musée de Bretagne vient de repenser en profondeur son parcours muséal, consacré à l'affaire Dreyfus à l'occasion des 120 ans de la réhabilitation du capitaine. Un choix fort, près de 20 ans après la présente présentation, pour proposer une approche plus accessible et en prise avec les questionnements d'aujourd'hui. Car c'est à Rennes qu'en 1899 s'est tenu le procès en révision, un moment clé qui a cristallisé les divisions de la société française. Céline Chanas, bonjour, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et tout de suite, ma toute première question, comment on a l'envie de devenir conservatrice et directrice du Musée de Bretagne ? Bonjour à toutes et tous, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Écoutez, c'est une question, c'est une vraie bonne question. Comment s'engage-t-on effectivement au service de l'histoire et puis de la transmission de cette histoire aux générations actuelles? C'est un peu ce qui a fondé, comme vous l'avez dit, mon engagement à servir, puisque je suis fonctionnaire, donc je travaille dans un musée public qui dépend d'une collectivité territoriale et effectivement je suis très mobilisée pour transmettre voilà des savoirs, des connaissances et là en l'occurrence tout simplement aussi pour sur l'affaire Dreyfus. Quelle connaissance. Quelle connaissance. Exactement. L'affaire Dreyfus qui, comme je le disais en présentation, a vraiment cristallisé un moment, a été un séisme politique dans notre histoire de France. Alors, pour arriver au Musée de Bretagne, et pardon de vous avoir interrompu, le Musée de Bretagne a choisi de repenser entièrement son parcours consacré à l'affaire Dreyfus. Pourquoi avez-vous pensé à changer, à renouveler maintenant tout son parcours ? Quels ont été vos moteurs ? Alors, on a plusieurs moteurs. Le premier, c'est qu'un musée doit toujours se penser en évolution, dans une vision dynamique et non pas statique. Et une exposition, parfois elle est temporaire, mais parfois elle est permanente, mais qui dit permanence ne veut pas dire qu'elle va rester, on va dire, pour l'éternité fixée. L'exposition sur l'affaire Dreyfus que nous avions précédemment, puisqu'elle a fermé en juin dernier, elle avait ouvert au moment de l'ouverture des Champs Libres, c'est-à-dire il y a 20 ans, très exactement. Et c'est une exposition qui avait été pensée déjà dans ses prémices, dans son intention, plus de 10 ans auparavant, par le directeur du Musée de Bretagne et conservateur, Jean-Yves Veillard, un homme très engagé, très mobilisé en Bretagne pour son musée, mais aussi pour la société, autour des questions de justice, de lutte contre toute forme de discrimination, et qui était particulièrement sensible
à la destinée d'Alfred Dreyfus. Et c'est véritablement lui qui avait poussé à la création de cette exposition qui, au bout de 20 ans, n'avait pas forcément la même force, avait également connu des évolutions. Hein. Je pense notamment à l'importance qu'ont pu prendre aujourd'hui dans nos musées les enjeux d'éducation à l'image, d'éducation aux médias. Et puis les publics avaient changé. Voilà, Et les objectifs l'affaire peut-être aussi? s'éloignant Les objectifs, exactement. peut-être un peu aussi, Les vous allez nous parler, alors vous allez nous parler de l'orientation et des 3 fils rouges que vous avez voulu organiser et mettre en place dans votre musée. Mais avant, vous parlez d'un musée de société. J'ai lu dans vos documents, un musée qui s'adresse à la société. J'ai beaucoup aimé l'expression. Qu'est-ce que ça signifie précisément pour vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter avec ce musée société? Je crois que ce sont vos mots. Oui, exactement. Alors, quand on dit, musée de société, on se réfère à une famille de musées qui vient de l'ethnologie, qui vient de l'anthropologie, donc qui va, chercher à convoquer différentes disciplines des sciences humaines et sociales, mais qui va aussi, s'intéresser à finalement, qu'est-ce que ces disciplines? Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour les citoyens, pour nos visiteurs? Pourquoi aborde-t-on ce sujet-là au musée? Donc c'est ça un musée de société. On va pouvoir aborder beaucoup de thématiques différentes, hein. Dans nos expositions temporaires, par exemple, on a présenté récemment une exposition, sur la mort, sur les rites funéraires. Et on s'intéressait aussi à ce que veut dire mourir aujourd'hui dans l'évolution des pratiques. On a fait des expositions sur le carnaval. Dans le carnaval, il était aussi question de caricature et parfois de questionnements aujourd'hui qui peuvent être liés à des problématiques aussi de racisme. Et avec l'affaire Dreyfus, en quoi finalement cette affaire nous parle dans notre société d'aujourd'hui? Eh ben, elle nous permet d'aborder de manière assez concrète notre système démocratique, la manière dont la justice est exercée, la manière également dont l'opinion, dont la liberté d'expression s'exprime dans notre pays. Et tout cela en le mettant finalement en regard d'un événement particulièrement important pour la France, pour la société française, mais aussi pour notre démocratie française, pour la République, qui est l'affaire Dreyfus. Et c'est un peu tous ces enjeux très actuels qui nous mobilisent aujourd'hui et qui nous ont conduits à penser une exposition dont je vais vous parler un petit peu voilà, de ces objectifs, mais aussi très concrètement de la manière dont le parcours va se construire. Alors avant de parler, on va faire un petit peu de suspense avant de parler de ces 3 pôles que vous allez nous présenter. Il y a un mot sur lequel j'ai envie de rebondir, qui est le mot caricature, parce que je l'ai dit dans l'introduction, vous avez plus de 8000 objets liés à l'affaire Dreyfus, donc c'est phénoménal. Et ce sont des legs, des descendants de la famille Dreyfus. Est-ce que vous pouvez peut-être pour nous donner envie de prendre le train pour les Parisiens et pour ceux de la région, de venir voir qu'est-ce que vous avez comme objet qui pourrait fasciner un jeune adulte, un adulte plus confirmé. Qu'est-ce qui pourrait nous faire bouger pour aller voir ces objets? Parce que c'est ça aussi un musée, c'est aller voir, sentir l'époque. Exactement. Alors, il y a un certain nombre d'objets que nous n'avons pas véritablement dans nos collections, ou nous en avons en très petite quantité. Ce sont des objets en 3 dimensions. Ce sont des objets personnels qui ont appartenu à Alfred Dreyfus. Ces objets, ils sont forcément très rares. La famille en garde quelques-uns, le musée d'art et d'histoire du judaïsme également. Mais par exemple, un objet important, c'est l'uniforme en fait. C'est l'uniforme de Dreyfus. Et l'exposition qui a prévu dans ses fils rouges d'accorder une place très importante à Alfred Dreyfus, à sa personne, voilà, au fait que derrière l'affaire, c'est avant tout un individu, c'est aussi sa souffrance et celle de sa famille. Et donc nous commençons par finalement rencontrer le capitaine Dreyfus et nous avons fait finalement fait fabriquer une réplique exacte de son costume avec ses galons, avec son képi, avec son numéro de régiment. Et cet objet, il était très attendu de nos publics parce qu'il incarne l'homme. Bien sûr, on aura également son portrait, voilà, les portraits de sa famille, pour planter le décor en quelque sorte. Alors, Et puis,
pardon. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Les autres objets, J'allais on est dire friands. à l'opposé, j'allais parler d'autres objets. Voilà, je voudrais, développer 2 typologies d'objets parce qu'elles permettent alors, pas forcément de s'identifier, mais en tout cas de comprendre aussi, comment, cette affaire a pu avoir un retentissement très important dans la société, qu'elle a pu également la polariser. Ce sont des objets, de soutien, aux Dreyfusards, des petits médaillons, ce qu'on appelle des épingles, des médailles, mais il y avait également, le même type d'objets qui étaient fabriqués en série et qui étaient des objets anti-Dreyfusards et pour certains qui portent également une image, très, qui porte la force en fait de toute cette période marquée par l'antisémitisme. Un objet, très important, qui a été acquis il y a quelques années, en vente aux enchères, c'est une canne. Alors, dans la société de la fin du 19e siècle, voilà, la bonne société, la bourgeoisie, voilà, portait une canne et le pommeau de cette canne, représente, une caricature, antisémite avec, voilà, tous les traits, grossis, qui étaient, attribués, aux Juifs, en fait, à cette époque. Et ce sont quand même des objets qui sont très forts, qui sont très marquants, qui sont horribles hein, quand on pense au message qu'ils véhiculent. Et on peut supposer que ces objets, ils étaient véhiculés, ils étaient montrés finalement dans l'espace public. Donc il n'y avait pas de honte à afficher cet antisémitisme. Alors, je fais le lien avec ce que vous me dites de cette atmosphère anti-Dreyfusard qui parcourait la société française, mais on peut s'interroger quand on n'est pas spécialiste de pourquoi le procès s'est déroulé à Rennes. Il y a aussi une raison parce qu'elle représentait quelque chose de fort. Vous pouvez nous en parler de la raison pour laquelle le choix de Rennes a été pris en compte pour la révision de son procès? Oui, tout à fait. Donc, on qualifie souvent Rennes, été 1899, comme le procès du siècle. Alors, si on se rappelle un petit peu la chronologie des événements, la Cour de cassation va casser le jugement de 1894, donc le premier jugement du Conseil de guerre, et elle va renvoyer Alfred Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes. Donc Dreyfus revient du Bagne, le Bagne en Guyane, et il débarque à Quiberon. Donc il y a une raison déjà géographique du fait de choisir Rennes, c'est que Rennes est la ville la plus proche où siège un conseil de guerre pour l'amener en quelque sorte depuis la côte où il débarque de bateau. Ensuite, Rennes est une ville catholique, c'est une ville conservatrice et qui est également réputée tranquille. Donc il y a une forme de pensée que c'est peut-être la bonne ville pour qu'un procès s'y tienne, où il n'y aura voilà pas trop de vagues. Bon, ça va pas du tout se passer ainsi. Parce que je crois Et, que ça a attiré des centaines et des centaines de journalistes. C'est devenu un centre médiatique incroyable pour l'époque. Donc le procès a été beaucoup plus attractif que ne l'auraient pensé en fait les organisateurs de ce procès. Exactement. Alors, l'atmosphère à Rennes durant cet été 1899 est très particulière. Déjà, la capitale bretonne n'a jamais accueilli, reçu autant de monde. Il fait une chaleur étouffante, hein, il y a une forme de canicule. Et dans la ville débarque, parce que le train est là bien sûr, une population qui n'est pas la population habituelle. Il y a beaucoup de journalistes et notamment beaucoup de journalistes étrangers. Il y a des personnalités politiques, il y a des officiers généraux. Il y a également la population locale, hein, des badauds, des simples curieux. Et puis évidemment, il y a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards qui se sont mobilisés, qui sont présents et qui se croisent lors des audiences, puisque les audiences sont publiques, qui se croisent également aux abords du lycée. Donc on a une atmosphère qui est très tendue et les forces de l'ordre sont en alerte. Hein. On a des rapports de la sûreté qui font état d'ailleurs de ce climat très particulier.
Je crois que Émile Zola n'est pas venu en raison de cette effervescence, peut-être pour des raisons de sécurité, ou peut-être vous pouvez nous l'enseigner, pourquoi on a des raisons de sa non-présence? Non, moi je ne connais pas, je ne suis pas assez spécialiste de l'affaire Pour pour parler de Zola. connaître, Par contre, vous êtes l'absence spécialiste de Zola. de ce musée et j'aimerais bien que, parce que ce qu'on se rend bien compte dans ce que vous nous présentez, c'est que vous avez envie de l'affaire, de présenter l'atmosphère de ce qui s'est passé à l'époque. Je pense que c'est une des grandes volontés de votre choix des trois fils rouges. Donc, expliquez-nous quels sont les trois fils rouges pour bien raconter à la fois l'affaire Alfred Dreyfus et pour pouvoir parler aux jeunes générations, parce que je crois que c'est aussi l'un de vos grands objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée cette fois-ci, maintenant qu'il a été repensé? Les trois. Alors, l'exposition effectivement, elle a un objectif important, certes de s'adresser à toutes et tous, mais de s'adresser, en premier lieu à la jeunesse, à la jeune génération. Alors on va être un petit peu extensif sur ce qu'on entend par jeunesse. On va dire de 15 à 30 ans. Donc une intention de s'adresser aux scolaires, notamment aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes adultes, et donc à proposer voilà, une entrée en matière qui soit assez active pour eux. Euh, donc les trois fils rouges que nous avons choisis sont d'une part cette personnalité d'Alfred Dreyfus, véritablement, on va dire, remettre Dreyfus au centre de son affaire, parler de lui, parler de la manière dont il a vécu cette affaire, il a écrit son autobiographie, il a écrit beaucoup de choses, et on a souvent présenté Alfred Dreyfus d'une certaine façon, qu'il aurait été passif, voilà, qu'il aurait été falot, ce que les historiens comme Vincent Duclerc ou Philippe Auriol ont largement démenti. Donc on a vraiment envie, voilà, de marteler et de rendre hommage aussi finalement à la manière dont Alfred Dreyfus procéderait. Je On crois veut que dans son également au centre de ouvrage, la pardon, dans les belles lettres qui ont édité les œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, on se rend compte avec la qualité épistolaire lorsqu'il écrit entre sa femme Lucie et lui-même, toutes ces lettres nous prouvent le personnage qu'il était, sa générosité, son amour, sa droiture, sa fidélité. Ces lettres, ces lettres nous présentent vraiment un Alfred Dreyfus qu'on n'imaginait pas et qu'on n'a jamais voulu nous présenter comme ça. Et vous allez dans ce sens-là dans votre musée, c'est ça? Exactement, je pense que vous avez utilisé tous les mots qui le qualifient. Donc, on revient sur son enfance, sur sa famille, voilà, ses engagements, la manière également dont il fait ses études très brillantes, dont il intègre l'école polytechnique, l'école d'application d'artillerie, l'école supérieure de guerre. Enfin, c'est vraiment un élève brillant et qui veut s'engager pour la France. On redit également du fait de ses origines alsaciennes, l'importance pour nous de l'engagement patriotique. Enfin voilà, tous ces éléments sont importants à poser. On plante le décor également avec ses enfants, avec sa femme. Et l'un des éléments forts pour restituer toute cette trame va être effectivement la correspondance des lettres entre Alfred Dreyfus et sa femme, mais également ceux qu'on a dit, tous ceux qui leur ont... et on va le faire au moyen photographique qui permettra de voir les lettres, mais également de les entendre, donc pour donner aussi une forme voilà, d'humanité et de sincérité à cette note qui a été donnée au musée de Bretagne en 1978 par Jeanne Lévy, la fille d'Alfred Dreyfus, comme vous le rappeliez dans votre introduction. Le deuxième fil conducteur de cette exposition, c'est le rôle de la presse, c'est l'importance des médias, et c'est finalement la manière dont on peut relater un fait, une information, en
en insistant dans le parcours par également alors une mise en lumière de la grande diversité des médias, rennais, bretons, français, mais également étrangers, de la manière dont le procès est relaté, mais également de la manière dont, au travers d'images, de dessins, de caricatures, de photographies, mais également de titres, la manière dont on peut manipuler l'opinion. Donc ça, c'est notre deuxième fil rouge et les visiteurs pourront justement mener finalement une sorte de parcours enquête au sein de l'exposition avec un certain nombre de d'indices qui leur sera donné pour comprendre les mécanismes de la fabrique de l'opinion. Et enfin, le troisième fil conducteur, c'est la manière, c'est Rennes aussi, c'est la manière dont Rennes est mise en scène, finalement devient le théâtre de ce procès, comment la ville vit au rythme de cet événement durant près d'un mois. Donc pour montrer l'atmosphère de la ville de Rennes, nous avons utilisé, et nous remercions très sincèrement la fondation de se mobiliser. Pardon, parce que là, je suis désolée, j'ai un... L'essentiel étant de comprendre que la Fondation Judaïsme vous a permis également de réaliser 2 films, je crois, qui vont être très éducatifs et pédagogiques sur le procès de Rennes et sur le procès dans la ville de Rennes et sur la personnalité d'Alfred Dreyfus. Je crois que c'était les 2 grandes orientations et je crois que vous avez bien réalisé. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que ça commence le 20 juin, donc c'est très important que les gens et les auditeurs entendent qu'à partir du 20 juin, on peut aller à Rennes voir ces 2 films également et cette atmosphère dont vous nous parliez. J'ai ma dernière question. J'ai 2 questions pour finir, parce que tout va très vite et j'aurais envie de parler de tous les événements qu'on fait, de la réhabilitation, de la statue de Bernard Lazare qui a eu lieu maintenant, quoi. Beaucoup de choses, et à cette époque des fake news, on en avait parlé un petit peu dans le FGF Philanthropie, dans le magazine que la Fondation consacre à la Fondation du judaïsme. Mes 2 dernières questions sont, et il ne me faut pas beaucoup de développement, c'est: quand quelqu'un sortira du musée, quel serait votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il retienne, que ce soit un jeune ou un moins jeune, quelque chose qu'il évoque? Et peut-être votre lien à vous, votre relation à la philanthropie. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Alors, sur la première question, l'exposition se terminera par un espace qui ouvre sur les enjeux contemporains, sur la manière dont finalement d'autres cas d'injustice, de désinformation, de manipulation existent. Et finalement, c'est ça que j'aimerais qu'un visiteur retienne, c'est qu'il ait des clés de lecture pour comprendre son environnement, pour apprendre à penser par lui-même, pour mettre en œuvre l'esprit critique, qui était quelque chose de très important, notamment pour l'un des premiers Dreyfusards, qui est Victor Bache. Et la deuxième question... Qu'évoque la philanthropie, puisque nous ne faisons que ça à la Fondation du judaïsme français. Et la philanthropie, moi je trouve qu'elle résonne vraiment bien avec mes propres engagements, cette notion de musée de société, parce que la philanthropie, c'est finalement le soutien désintéressé, c'est l'intérêt général sur des causes voilà, qui sont au service de l'humanité. Donc dans les musées, la philanthropie, elle résonne fortement quand on songe notamment aux musées américains, anglo-saxons, qui sont très portés dans la constitution de leur collection ou dans leur vie par la générosité de philanthropes. Mais en France, j'ai l'impression que la philanthropie, elle se construit aussi en coopération avec des collectivités, avec l'État. Et pour moi, la philanthropie, ça résonne avec le mot de solidarité et celui du contrat social auquel je crois très fortement. Donc voilà peut-être ce que ça veut dire pour moi. Et vous participez Et très merci bien à la Fondation. à ce contrat social en recréant, en réinventant cette exposition qui commence donc le 20 juin, qui va durer 6 mois, non? Plus longtemps?
beaucoup plus longtemps, je ne sais. Alors, l'exposition est permanente Elle et va être gratuite, donc on renouvellera certaines collections, hein, puisque dans l'exposition, on a à peu près moins de 150 objets. Par contre, on en aura plus de 8000 qui seront accessibles en ligne. Donc, pour les visiteurs qui ne viendraient pas à Rennes, mais je les invite fortement, je vous invite également à aller sur notre site des collections en ligne, collection.muséedebretagne.fr, où vous aurez accès à beaucoup de ressources sur l'affaire Dreyfus à Rennes. En tout cas, merci infiniment. Vous nous avez donné très envie de venir découvrir votre musée. J'espère qu'on va être nombreux et je serais ravie qu'on refasse un point dans quelques mois ou même dans une année pour que vous nous parliez un peu de la réception de cette nouvelle présentation. En tout cas, merci infiniment Céline Chana et bonne chance à votre exposition. Merci, au revoir. Merci. Avant de passer à notre seconde partie d'émission, comme d'habitude, je cède la parole à notre directeur administratif et financier, Rémi Serrouillat, pour sa chronique patrimoniale. Bonjour Véronique, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet dont on parle rarement, presque jamais dans le monde associatif. Je veux parler des frais de fonctionnement des associations. Ces fameux frais qui suscitent tant de questions chez nos donateurs. Car vous êtes nombreux à nous demander, mon don sert-il vraiment à l'intérêt général? Est-ce que mes 100 € iront bien intégralement à ceux qui en ont besoin? C'est une question parfaitement légitime et la réponse mérite d'être expliquée simplement. Aucune association, aucune fondation ne peut fonctionner sans frais. Aucune. Ces dépenses, ce n'est pas un luxe, elles garantissent que chaque euro est suivi, contrôlé, utilisé conformément aux souhaits des donateurs. Ces frais permettent d'assurer la gestion, la conformité et surtout elles permettent de vérifier que l'argent arrive bien là où il doit aller. La vraie question d'un donateur n'est donc pas y a-t-il des frais de fonctionnement, mais plutôt ces frais de fonctionnement sont-ils maîtrisés et surtout est-il possible de connaître le montant de ces frais? Eh bien, la réponse est oui, c'est possible. Pour cela, l'État a créé un document obligatoire pensé d'abord pour les donateurs. Il s'appelle le CROD, le compte de résultats par origine et destination. Il accompagne les comptes de chaque association et distingue clairement les sommes consacrées aux actions sociales de celles qui relèvent du fonctionnement. C'est un outil de transparence. À la Fondation du judaïsme français, les frais de fonctionnement s'élèvent à 6% seulement. Autrement dit, 94 € sur 100 vont directement à l'intérêt général. 6%, c'est très en dessous de la moyenne du secteur qui oscille plutôt entre 15 et 20% et peut grimper jusqu'à 40% dans certaines organisations. À la Fondation du judaïsme français, chaque euro reçu est strictement encadré et contrôlé. La transparence, ce n'est pas promettre l'impossible. Le zéro frais n'existe pas. La transparence, c'est dire la vérité, chiffres à l'appui et respecter la confiance de celles et ceux qui donnent. Et cette confiance se voit. De plus en plus de donateurs et d'entreprises choisissent la Fondation du judaïsme français pour s'engager dans la philanthropie. La Fondation est d'ailleurs labellisée IDEAS, une reconnaissance indépendante des plus hauts standards de gouvernance, de transparence et de gestion. Très bonne journée à vous. Pour notre seconde partie d'émission, Perrine Simon-Naoum reçoit aujourd'hui Pierre Birnbaum pour son ouvrage Le roman du malheur chez Gallimard. Pierre Birnbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes sociologue. On vous doit des ouvrages qui ont balisé l'histoire du judaïsme français et depuis quelques années, vous élargissez votre regard en traçant des itinéraires culturels qui sont ceux du judaïsme du XXe siècle. Et c'est le cas dans ce dernier livre, paru aux éditions Gallimard sous le titre « Le roman du malheur », de Vienne à New York, les écrivains juifs au tournant du XXe siècle. Ce roman, c'est celui donc des écrivains juifs du XXe siècle, dont l'œuvre est antérieure à l'extermination. Il se veut, me semble-t-il, une double enquête, à la fois
sur une époque où l'antisémitisme existant ne se trouvait pas surdéterminé par cet événement, ce qui ne fait que souligner sa portée sur la subjectivité singulière qui occupe l'œuvre de ces auteurs. Ceux-ci sont en effet toujours déchirés, conscients du rejet dont ils font l'objet, mais je dirais d'un rejet dont ils se nourrissent à la fois. Alors peut-être ma première question, Pierre Birnbaum, serait de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à cette enquête et quel est ce roman du malheur, expression que vous empruntez à Heine. Le judaïsme n'est pas une religion, dit-il, c'est un malheur. Je vous remercie de cette présentation qui est absolument parfaite, qui, à la limite, annule presque toute notre conversation parce que tout est dit pratiquement, puisqu'en effet, c'est un livre qui porte sur la période antérieure à la Shoah, l'antérieure au malheur absolu. Et donc, c'est un ouvrage qui porte sur des sociétés où le bonheur semble possible. C'est-à-dire des sociétés, évidemment, sont traversées par la guerre de 14-18, il y a des pogroms en Russie, il y a des malheurs ici ou là. Mais la vie est paisible tout de même, la vie est possible sous la Troisième République, la vie est possible à Vienne dans les années 30 ou même fin 19e siècle, la vie est possible à Londres, la vie est possible à New York, il n'y a rien il n'y a pas la catastrophe. Et au bout du compte, on se rend compte que le malheur est là, dans la vie quotidienne, et que ces auteurs, qui sont les grands auteurs de l'époque, ils sont juifs bien sûr, mais en réalité, ils sont admis par la littérature mondiale. Enfin, Stefan Zweig, Schnitzer, Joseph Roth, Marcel Proust, ce sont des noms qui sont admis dans la littérature moderne contemporaine. C'est-à-dire qu'ils ont su créer, ils ont su être reconnus, et néanmoins, je dirais qu'ils en meurent eux-mêmes. Les uns se suicident, les autres étouffent comme Proust, les autres se suicident à petit feu comme Joseph Roth, d'alcoolisme, tout seul dans sa chambre, rue de Tournon. Schnitzer, il y a un malheur absolu qui règne en eux et qui règne dans leurs romans. Et on voit comment dans les romans eux-mêmes, les personnages, c'est un livre qui porte sur les romans, beaucoup plus que sur les idées des auteurs. C'est un livre qui est fait à partir qui trace au plus près possible de l'analyse de la manière dont les auteurs mettent en scène leurs personnages. Et quand on regarde ces livres, un grand nombre des personnages se suicident eux-mêmes. Même Solal en France se suicide à un moment. Dans Solal, le livre Solal, il se suicide. Énormément des personnages, Oscar, Schnitzer, il y a énormément de personnages qui se suicident comme si la vie était impossible, alors que la Shoah n'est pas là. Nous sommes dans une période autre, avant le drame absolu. Alors comment, pour répondre à votre question, et ne pas déborder mes 4 minutes, peut-être que je l'ai déjà débordé, je pense que ce livre succède au précédent. C'est-à-dire, il y a 3 ou 4 ans, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les larmes de l'histoire », chez Gallimard aussi, et qui était un livre où je discutais la théorie de Salo-Baron, qui en 1925, dans un article incroyable dans Ménora, avait dit que l'histoire juive n'est pas une histoire lacrymale. Contrairement à tout le monde, contrairement à Graetz, à Geiger, à tous les grands historiens du judaïsme qui voyaient l'histoire juive comme une histoire de pleurs, une histoire lacrymale. Et lui, de manière courageuse, il a 25 ans, 26 ans, dit « mais pas du tout, c'est une histoire heureuse ». Et je pense qu'il a tort. Je pense qu'en effet, déjà dans ce livre, j'essaie de montrer que même les États-Unis, le drame touche les Juifs et le malheur les rattrape. Et au fond, ce livre-là est la suite de ce questionnement et la suite aussi du livre intermédiaire, qui est le livre paru il y a 2 ans, je pense, sur Marcel Proust. Et là aussi, dans ce livre, je discute d'une certaine manière, sans le dire, mais quand même avec Antoine Compagnon, dont le livre paraît à peu près les mêmes mois, ou en tout cas au même moment quasiment, et j'essaie de montrer à quel point Proust s'est éloigné, il est tenaillé, le pauvre vieux. Et donc il revient dans ce livre, il étouffe lui aussi de cette contradiction entre l'assimilation à tout prix dans les milieux les plus huppés, dans la bourgeoisie, l'aristocratie,
Et puis, tout de même, le catholicisme, il en vient même à écrire les sermons de certains curés. Il est baptisé, il fait sa communion, il y a un curé à son enterrement. Donc, et puis en même temps, le souvenir du judaïsme, il est très préoccupé, ça revient tout le temps. L'antisémitisme, il joue un rôle énorme à la recherche du temps perdu. C'est-à-dire que même Bloch, son personnage essentiel, qui est agrégé de l'université, Bloch, Youpin, Youpin, il y a en permanence, au fond, Albertine, lorsqu'elle se fâche avec le narrateur, elle lui dit « Youpin ». C'est-à-dire que c'est le mot, au fond, on voit que le rejet est là. Et d'ailleurs, il y a un chapitre, un des premiers, où je recense la permanence de cette injure qui est quand même terrible, c'est même pas sale juif, c'est Youpin, qui revient dans à peu près, qui touche à peu près chacun de ces auteurs, aussi bien à Montréal, avec Henri Roth, que Saul Bellow, aussi bien à Vienne, bien évidemment, qu'à Paris. C'est le terme qui frappe ces auteurs dès l'âge de 10 ans, 12 ans. Il y a un premier chapitre qui montre cela. Et c'est un terme qui revient sans cesse dans leurs ouvrages, qui montre au fond que dès leur jeune âge, il y a un sentiment d'exclusion qui va demeurer tout au long de leur vie, quelle que soit l'assimilation, puisque c'est le temps où l'assimilation devrait être possible. C'est le temps où, normalement, le libéralisme, l'individualisme, la démocratie, on est dans des sociétés démocrates, pluralistes, libérales, de mobilité sociale, où tout est possible. Et puis, néanmoins, effectivement, c'est possible. Ils s'élèvent dans la société, ils sont reconnus comme des grands auteurs. Youpin. Donc, c'est un livre qui essaie à partir de différentes pistes, auxquelles on va revenir peut-être, de montrer les conséquences de cette perte, de ce choc, et puis au fond de l'impossibilité qui les frappe. On va y venir, je pense. Ils ne sont pas religieux, ils ne parlent pas le yiddish, ils ne parlent pas l'hébreu, ils ne vont pas à la synagogue, ils ne sont pas sionistes, ils ne sont pas socialistes. Que sont-ils? Qui sont-ils? Que sont-ils? Comment vivre dans des sociétés où Youpin vous frappe, alors que ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas sionistes, ils ne sont pas membres de partis socialistes, juifs, bundistes, ou ce que vous voulez. Ils sont dedans et dehors. Alors justement, vous avez déjà convoqué un certain nombre de noms. Il y en a encore plus dans le livre. On croise Marcel Proust, on croise Albert Cohen, Jacob Wassermann, Giorgio Bassani, Israël Zangwill. Est-ce qu'on ne pourra pas les citer tous, mais peut-être finalement, quel est celui qui est ou ceux, puisque vous montrez qu'il y a différentes manières finalement, après ce choc initial, de s'orienter, je dirais, dans la littérature pour répondre à cet antisémitisme et à ce malaise existentiel. Voilà, quelle serait peut-être la figure dont vous auriez envie de parler? Quel est pour vous l'itinéraire peut-être le plus exemplaire de ce point de vue-là? C'est difficile de répondre à votre question, de faire un choix. Ce sont tous des grands auteurs, des œuvres extraordinaires. Schlitzer est plus malin que Freud, est plus malin que n'importe qui, et Freud était jaloux de lui. Il y a une subtilité, une imagination, une méchanceté des personnages. C'est absolument délicieux de lire Schlitzer. C'est absolument... Comment dire? Je prendrais Joseph Roth, qui est tout de même un géant du XXe siècle et qui meurt tout seul, alcoolisé, rue de Tournon. Et à son enterrement, il y a des fleurs, bien sûr, qui sont mises sur sa tombe. Elles sont envoyées par l'empereur d'Autriche-Hongrie, à la gloire de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire. Et il y a des nobles qui sont là, catholiques, qui célèbrent son enterrement. C'est-à-dire qu'on voit un bonhomme qui est totalement... qui construit une œuvre absolument fabuleuse
et qui est en réalité amoureux du shtetl. De tous ces auteurs, c'est probablement celui qui reste le plus concerné par le monde de l'Est. On pourrait prendre des citations, elles sont très nombreuses. Il revit quand il retourne en Galicie, quand il va vers l'Est de l'Europe. Il revit quand il récupère au fond la chaleur, l'harmonie, le yiddish qu'il ne connaît pas. Mais en tout cas, quand il se replonge dans le shtetl, et il est l'assimilation. Il est l'assimilation européenne du juif occidental. Il y a des pages absolument d'une brutalité incroyable quand il condamne le juif occidental qui se croit malin parce qu'il va à l'université, il fait carrière, etc., et qui a perdu son âme. Et il se moque aussi du juif israélien. Ils ne sont pas encore israéliens, ils sont palestiniens. Il y a une phrase à un moment incroyable, il dit Palestine, Tel Aviv, c'est l'assimilation. Quand vous lisez ça, c'est un choc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'est plus la diaspora, ça n'est plus le shtetl, ça n'est plus le monde de l'entre-deux, ça n'est plus le monde de l'interrogation sur le sens des choses, de l'ésitement, de la perte de repères, de l'inquiétude. C'est le monde de Tel Aviv, c'est l'assimilation. Et il y a des phrases d'une violence contre le projectionniste. Il les traite presque de nazi. Et évidemment, c'est excessif. Et évidemment, mais le choc que l'on ressent en lisant cela est tel que on comprend ce qu'il veut dire. On comprend pas, on n'admet pas, on n'accepte pas, mais on comprend que c'est une telle rupture à l'égard de l'inquiétude qui est la sienne et qui règne dans le judaïsme dont nous parlons, qu'il la condamne. Et il touche au fond à toutes les questions qui m'intéressent, et en particulier, par exemple, la question de l'État, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Vous le savez, j'imagine, les Juifs, les fous de la République, enfin, tous ces ouvrages sur les Juifs qui se hissent par la méritocratie au sommet de l'État, et qui, au fond, incarnent l'État. Alors nous, on trouve ça très bien, et moi aussi, je trouve ça très bien. Et alors là, on voit un mépris, mais extraordinaire, contre les Juifs qui se hissent dans l'État et qui ont quitté justement le monde de l'hésitation, le monde du shtetl, le monde de la communauté, le monde de Kafka, le monde de Vishniac, que vous connaissez bien sûr. Au fond, ils méprisent tout cela. Stefan Zweig aussi, ils disent tous ils disent surtout, il ne faut pas être le premier, le deuxième, le troisième à la tête de l'État. Parce que vous allez déclencher le pire. Au fond, tout ce qui est de l'ordre de l'assimilation et de l'intégration est condamné. Dans ce très beau livre qui est La marche de Radetzky, il y a un passage absolument bouleversant vers la fin du livre où il y a une bataille, je ne sais plus laquelle, et l'empereur passe les troupes en revue, et puis d'un seul coup, son aide de camp avise qu'il y a des Juifs qui l'attendent, avec une Torah, qui sont agenouillés devant lui. C'est un passage extraordinaire. Et l'empereur dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore ces Juifs? Et il va les voir, et il y a non pas un dialogue, mais il y a une compréhension qui s'instaure. L'aide de camp lui dit, mais qu'est-ce qu'ils vous veulent ces Juifs? Je ne comprends rien à ce qu'ils disent, mais moi je les comprends. C'est-à-dire la question de l'alliance verticale entre l'empereur et ses Juifs, qui persiste à travers tout l'Empire et qui va être mise à mal précisément avec la fin de l'État. Donc on a des réflexions merveilleuses chez cet auteur. Je vois que je devrais vous céder la parole, mais puisque je parle de Joseph Roth, en quittant cette salle, allez lire Le poids de la grâce, voyez. C'est un livre absolument unique au XXe siècle dans l'histoire juive, mais dans la littérature mondiale. C'est un livre absolument fabuleux, Le poids de la grâce. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument réédité, mais on le trouve en Amazon, en poche, etc. Et on voit très bien dans ce livre, comme dans d'autres, à quel point l'occidentalisation et l'Amérique tuent les Juifs. Il le dit comme ça. C'est l'histoire d'immigrants juifs. Donc on est fin 19e siècle. Lui, il n'a jamais été à New York, il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Et pourtant, il décrit au fond cette espèce de déculturation qui frappe les Juifs aux États-Unis. Et tout de suite, son héros, il rase sa barbe, il enlève ses téphilines,
il épouse une non-catholique, il va manger au snack, et puis son père, je- l'Amérique nous a tués. La solitude est là, l'Amérique nous a tués. Ça revient sans cesse. Si vous lisez les livres de, de Abraham Cahan, donc je cite beaucoup, qui est un grand auteur des années 20 aux États-Unis, c'est pareil. Dans The Rise of Levinsky, ou la petite fiancée, le petit fiancé qui a été réédité récemment, il y a 2 ans. C'est en permanence des ouvrages qui montrent que l'Amérique tue les Juifs. L'Amérique déculture les Juifs. L'Amérique isole, assimile, détruit au fond l'inquiétude, détruit l'amour, détruit la communauté. Et beaucoup de ces héros, tout ce qu'ils veulent, c'est retourner en Pologne, retourner à l'est de l'Europe où il y avait un sens de la vie. C'est-à-dire qu'on a à travers ces auteurs toutes ces questions qui sont posées du coût de l'intégration, du coût de l'assimilation, en même temps de la recherche, de l'assimilation bienheureuse dans laquelle nous sommes très heureux dont nous sommes très heureux de bénéficier, bien évidemment. Mais ces auteurs montrent à quel point le coût est grand, et même quelqu'un comme Stefan Zweig, qui est le plus assimilé de tous, qui est vraiment reconnu comme le plus grand auteur allemand de cette époque-là, qui est très hostile au Shtetl, qui est très hostile aux Juifs de l'Est, qui est hostile aux Kafkans et à tout ça. Néanmoins, il défend les Juifs de l'Est, il prend parti contre les pogroms qui les touchent. Il y a là aussi tout de même une sorte d'inquiétude, et le pauvre vieux, lui qui a voulu s'assimiler complètement, lui qui n'a pas voulu protester contre Hitler par peur que ce livre ne se vende pas, finalement il part au Brésil et il est rattrapé par l'Allemagne, il est rattrapé par cette Allemagne qu'il aime tant, et finalement cette Allemagne qu'il aime tant le rejette, on brûle ses livres, et lui-même se suicide. C'est-à-dire que la mort est là quand même pour lui la mort est là. Alors, peut-être juste une dernière question, Pierre Birnbaum. On n'aura pas le temps de parler évidemment de toutes les figures que vous évoquez dans ce livre, mais je renvoie nos auditeurs à ce merveilleux livre, Le roman du malheur. Une dernière question plus personnelle. Vous êtes quand même l'un des très grands historiens du N'exagérez pas. judaïsme N'exagérez pas. français. Vous avez travaillé sur les Juifs de la Troisième République, sur effectivement toute cette époque héroïque finalement de l'émancipation, le 19e siècle. Qu'est-ce qu'on doit entendre à travers ce que vous dites et à travers, je dirais, l'évolution de vos intérêts et de la manière dont finalement on entend comme l'écho d'un doute ou d'un questionnement, et qu'est-ce que ça nous dit de la période actuelle? Alors une question, c'est la question piège et la question tragique, là, personnelle. Je voudrais juste revenir justement au livre que vous avez cité et au travail que vous avez cité, les fous de la République. C'est-à-dire, les fous de la République, les historiens l'ont pris au premier degré, et il existe, c'est-à-dire les Juifs de cette époque, les normaliens, les polytechniciens, les juristes, ils étaient fous de la République. Fous. Mais ils étaient fous au second sens aussi, c'est-à-dire que ils ont été dérisoires, ils sont au sens du fou du roi. Et le dernier chapitre est un chapitre terrible. J'avais retrouvé des lettres par dizaines et des dizaines, où les généraux, les ministres évoquent leur passé, mais ils finissent par le camp et ils finissent par Auschwitz quand même. C'est-à-dire qu'ils ont été fous, mais peut-être aussi ils ont été fous de croire en la République à ce point-là. Alors il y avait déjà une certaine ambiguïté qui n'a pas vraiment été relevée. Et au fond, les livres qui suivent travaillent toujours cette même question de l'ambiguïté, de l'intégration, de l'assimilation, du maintien d'une identité, du maintien d'une fidélité, et dans des temps de plus en plus difficiles, puisque c'est un peu ce que vous souhaitez que l'on discute, dans des mois, des années, depuis 2, 3, 4 ans, et ce qui se passe à Gaza, en Palestine et ici, et l'antisémitisme qui se répand un peu partout dans le monde, et la perte de statut des Juifs, finalement, la perte d'exceptionnalisme des Juifs, leur perte de considération. On en a marre des Juifs qu'on peut entendre. Ils pleurent, les Juifs, mais
ils font pleurer les autres aussi. Donc il y a une sorte de drame épouvantable qui se met en place, qui nous tombe dessus et qui nous bouscule et qui nous désoriente profondément, car nous entrons dans des temps extrêmement incertains sur ce que nous sommes et la manière dont nous sommes perçus. Est-ce que c'est ce drame dont nous parle le roman du malheur? Écoutez, c'est une manière d'en parler, puisqu'au fond, les interrogations de ces auteurs sont encore plus vives de nos jours, mais ce sont les mêmes. Entre l'assimilation, le sionisme, la religion, le Talmud, où aller, que faire, le sionisme, le marxisme a quasiment disparu du point de vue de l'engagement des jeunes juifs actuellement, mais la voie socialiste, elle n'est plus tellement fréquentée de nos jours par les jeunes juifs ou à d'autres. Donc c'est un livre, j'allais dire un livre au testament. C'est un livre, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais c'est pas certain. C'est un peu un livre, effectivement, qui aboutit sur une vision très, très, très pessimiste, qui rejoint les sentiments contemporains. Bien, cette note un tout petit peu crépusculaire quand même, non, je voudrais quand même dire à nos auditeurs combien il faut lire ce roman du malheur, parce que même s'il est traversé par une forme de pessimisme, on y redécouvre, je dirais, des œuvres que effectivement certains d'entre nous, pour la plupart, ont fréquentées, Marcel Proust, Albert Cohen, etc. Mais on découvre aussi beaucoup d'écrivains. On découvre ce judaïsme américain, on découvre des gens comme Henry Roth, on découvre des gens comme Jacob Wasserman. Je dirais que c'est extrêmement riche et je vous remercie, Pierre Birnbaum, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ce fut un plaisir, merci encore. C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les 4e jeudis du mois à 13h sur RCJ.